C'est drôle, tout le monde est à la fois euphorique et épuisé. C'est le dernier jour. Ouais. T'as dormi? Pas beaucoup, j'aurais aimé dormir un peu plus. Au cœur de la mode, dans la nappe phréatique de la mode. Bonjour Julien Dacosta. Bonjour Loïc Prigent. Alors, nous sommes sortis hier soir de Copernic et on n'a pas débriefé encore Copernic. Comment ça s'est passé pour toi, Copernic, Julien Dacosta? Copernic, c'est toujours un peu intense backstage parce qu'il y a beaucoup de stress. C'est le chaos. C'est un peu le chaos, mais j'adore moi ce chaos. Fashion chaos. C'est le bon chaos, c'est pas le chaos ridicule, c'est le bon chaos. Et surtout, c'est l'émotion des deux designers à la tête de la maison, donc Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, qui sont hyper fiers de livrer leur collection. Donc ça, c'est toujours chouette à filmer. Oui, j'imagine qu'ils sont pas en train de regarder leur téléphone comme on a pu voir. Ah non, du tout, des tout. Ouais. créateurs faire. Non, ouais, pas du tout. Là, Sébastien Meyer check absolument toutes les silhouettes. Arnaud regarde le retour écran. Ils sont vraiment en synchro tous les deux et c'est assez beau en fait de les voir travailler en duo comme ça. Défilé qui avait lieu à 20h dans le studio de la Star Academy. Nous étions dans ce grand hangar tout noir, franchement sinistre quand il n'y a pas le décor de la Star Academy, avec un énorme monolithe noir bien centré et qui semblait comme flotter à quelques centimètres du sol par une illusion dont la mode en image, la boîte de prod de défilé, a le secret. Donc c'était vraiment une allusion au monolithe de Stanley Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et dans une espèce d'hybridation joyeuse, c'est la musique de Rencontre du troisième type de Steven Spielberg qui a débarqué et qui a fait clignoter le monolithe de Kubrick. Donc c'était un dialogue Kubrick-Spielberg en mise en scène, assez étonnant du coup, assez ok, allons-y. Ce qui était mignon, c'est que dans la salle, à peu près personne ne connaissait Rencontre du troisième type de Spielberg, et ceux qui connaissaient Rencontre du troisième type de Spielberg ne connaissaient pas 2001, l'Odyssée de l'espace. C'était assez mignon, la fragmentation de la connaissance était drôle. Du coup, tout le monde apprenait un truc, donc c'était très bien. Donc une espèce d'entrée comme ça, un prélude à la collection hyper spectaculaire parce qu'on est dans le noir et ce monolithe se met à clignoter et à faire de la musique. Et c'est la musique que font les extraterrestres quand ils n'arrivent pas à communiquer avec les humains, mais pour quand même dire bonjour, welcome and bienvenue, échangeons nos savoirs. C'est un peu ça le film. Je vous recommande le film, il y a François Truffaut dedans, c'est un bon film. Et je disais à tout le monde hier qu'il y a une scène, c'est ma scène préférée de purée dans l'histoire du cinéma. Enfin, il n'y a pas beaucoup de scènes de purée en même temps dans l'histoire du cinéma. Une scène de purée? Oui, il y a une scène de purée géniale parce qu'il y a un mec qui a une prémonition de où va avoir la rencontre avec les extraterrestres. Et comme c'est sur une montagne, il se met à faire une montagne avec sa purée à la maison. Et sa femme fait une crise de nerfs. Tellement elle en peut plus de lui. Et collection donc au cordeau parce que en fait ils font une collection sur donc les ovnis, les extraterrestres, et elle est pas du tout kitsch. Parce que c'est une inspi, on va dire casse-gueule quand même, les ovnis et les extraterrestres. Et ils en font un truc hyper chic. Ils vont dans Gattaca, ils vont regarder du côté de l'actrice Gillian Anderson dans X-Files. Il y a plein d'allusions qu'on va s'amuser à décortiquer dans le documentaire qu'on a tourné et qui sera diffusé en septembre sur France Télévisions. Et on vous encourage à le regarder quand ça sortira. Mais c'était très bien tenu. Et il y avait ce sac en aérogel qui est en train de casser Internet et faire des milliards de vues dans tous les sens, parce que c'est un sac assez incroyable. Donc leur sac iconique qui s'appelle le Swipe, qu'ils ont fait en aérogel. Mais j'ai toujours pas compris, moi. C'est une matière qui permet d'arrêter la poussière d'étoiles. Voilà. C'est une espèce de verre très étrange. J'ai regardé le docu parce que je suis allé à Athènes voir comment ils faisaient le truc et tout. C'était assez délirant. D'ailleurs, le sac, il était en sécurité dans une mallette backstage et on l'a sorti vraiment au tout dernier moment pour le donner au mannequin Léon Damé. Et séquence très drôle où dans la coulisse, les mannequins se faisaient déteindre, c'est ça, les sourcils, et leur téléphone ne les reconnaissait plus. Et dont certaines qui défilaient le lendemain matin chez Chanel. Donc, j'étais tout un peu flippé. Est-ce que je dois vraiment le faire? Ouais. Mais ça donnait vraiment un effet assez efficace, vraiment de visage un peu plus étrange, un peu plus alien. Ouais, dans la collection, il y avait des trucs barrés. Il y a une robe qui est faite en feuille d'or et on a rajouté de la feuille d'or au tout dernier moment sur le line-up. Je te raconte pas le stress. Ce qui m'a beaucoup frappé chez Copernic, ce sont les parents. L'ambiance hyper familiale en fait. C'est-à-dire que les parents d'Arnaud Vaillant et de Sébastien Meyer sont là, viennent, montent du sud pour le défilé
Ils font à manger pour les équipes, ils amènent des crêpes. Enfin, c'est hyper mignon. Et ils sont hyper présents avant le show et tout. Ils étaient assis au premier rang, ils étaient trop contents. Il y avait beaucoup de premiers rangs, donc pour une fois, ils pouvaient être carrément au premier rang. Les mères, elles étaient trop ravies. Et en parlant avec elles, on se rend compte qu'elles ont beaucoup bricolé pour aider leurs enfants. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait aussi d'autres parents de gens de l'équipe, en fait. Et qu'il y a toute une team comme ça, hyper soudée, des parents. Mais c'est trop bien de pouvoir venir avec ses parents à un défilé. Tellement mignon. Il y avait pas mal de parents au défilé Alexander McQueen aussi. Tu viens avec ta maman la prochaine... Ouais, je pense que je vais essayer d'amener ma mère au prochain... Copernic. Ouais, donc Alice, si tu écoutes, tu es invitée officiellement au prochain défilé Copernic et tu vas rencontrer les parents Copernic qui sont... Mais c'est sympa n'est pas le début du mot pour décrire comment ces gens sont sympas. On sort du défilé Chanel. Ça va, Julien, ça s'est bien passé pour toi ? Ouais, super. Parce qu'on s'est séparés. Il y a eu séparation parce que pour optimiser évidemment les sources, Julien a filé en coulisses et moi j'ai filé dans la salle. La salle, donc énorme turbine d'images qui représentait Deauville, des silhouettes Chanel sur les planches de Deauville, comme ça, un espèce de coucher de soleil, un firmament et puis ensuite la nuit sur Deauville, qui sont vraiment les couleurs préférées, je pense, de Virginie Viard. Là maintenant on a compris qu'elle adore les couchers de soleil. Et il y a plein de couleurs de coucher de soleil dans la collection. Et elle adore aussi la nuit, les étoiles dans la nuit, parce qu'il y a toujours ces bleus marines et c'est étoilé par les paillettes et tout ça. Donc on commence à voir les obsessions de Virginie Viard. Donc le décor, c'est des planches, on est à Deauville, donc qui débarque ? Paf, Claude Lelouch. On était lui parler, ça m'a fait un truc de parler à Claude Lelouch. Et Claude Lelouch était très ému de cet hommage à un homme et une femme, son film qui est sorti il y a 64 ans apparemment, enfin une soixantaine d'années, qu'il a tourné à 24 ans. Et je crois qu'il était étonné que le film ait encore cet impact dans les imaginaires et tout ça. Et donc la surprise du chef, c'est début du défilé, un court-métrage avec Penélope Cruz et Brad Pitt en remake de Un homme et une femme, tourné aussi à Deauville, avec Ryan Van Rompuy qui fait une apparition spéciale. C'est filmé par Inès Van Lansverde et Vinou Matadine, le duo de photographes qui travaillent régulièrement avec la maison Chanel. Et Monsieur Lelouch était présent sur le tournage. C'est ce que j'ai réussi à savoir. Franchement, sacrée entrée en matière. Brad Pitt, ce grand écran, je pense que tout le monde était assez content. En coulisses, ça réagissait comment quand il y a eu le film ? Vous l'avez vu un peu en coulisses ? Non, en coulisses, on peut pas le voir. On est vraiment sur le line-up. Et à ce moment-là, en plus, les lumières, elles sont toutes éteintes parce qu'en fait, comme justement, je pense qu'ils projettent le film, on peut pas allumer la lumière derrière pour pas parasiter le film. Mais c'est toujours un pur bonheur, en fait, vraiment un réel plaisir de filmer backstage chez Chanel parce que c'est... Avec Hermès, c'est un des rares backstage qui est vraiment hyper bien organisé. La panique, c'est pas quelque chose de Chanel non plus. Donc c'est assez chouette. C'est-à-dire que du coup, toutes les mannequins sont prêtes, elles sont assez contentes d'être là, hyper ravies. Et ça facilite tout. Et donc, personne... T'étais réveillé à quelle heure ? Alors voilà, donc parce que le défilé a lieu à 10h30. Voilà. Et il y avait beaucoup de mannequins. Le finalé, c'était une sacrée file de mannequins. J'ai pas compté, mais il y avait beaucoup de filles. Très beau casting, ouais. Très beau casting chez Chanel. Chanel, le meilleur casting, forcément. Et du coup, tu te dis, bon, il faut maquiller toutes ces personnes, ça doit prendre du temps. Et coiffer toutes ces personnes. Parce qu'on était sur de l'impeccabilité. Du coup, à quelle heure elles s'étaient réveillées, les mannequins ? Alors moi, j'ai demandé à Amélia Gray et elle s'était réveillée à 4h du matin. Le dernier jour de la dernière Fashion Week. Et bizarrement, tu vois, je pensais qu'elle allait me dire « Ah, ça pique ». Et alors, pas du tout. Elle était hyper excitée. Elle m'a dit « C'est comme quand on est enfant et qu'on sait qu'on va partir en vacances ou quelque chose comme ça. On est super excité. On se réveille. En fait, on est ravis de se réveiller. » Et elle était super contente de défiler chez Chanel. Il y avait aussi Gigi Hadid. On était ravis de la croiser ici. Rayonnante en vision Chanel, robe noire avec des bijoux dorés. Et elle a adoré sa tenue parce que elle dit quelque chose de juste. C'est qu'en fait, dès que c'est designé par une femme, ça se sent. Et c'est pour ça qu'elle se sent encore plus à l'aise et elle trouve que le vêtement est beaucoup plus juste. Ça lui seyait parfaitement, il faut dire ce qui est. C'était une des apparitions. Le défilé commence, on est sous les auspices de Deauville 1912. Alors on a longtemps dit, ne me contredisez pas, parce qu'on en a longtemps dit 14 ou 13. Source sûre, c'est 1912, on a trouvé des nouveaux papiers qui attestent que Gabrielle Chanel va en 1912. Et tu sais pourquoi elle va en 1912 à Deauville ? Parce qu'en fait, elle fait une mode beaucoup trop détendue pour les Parisiennes. Et elle utilise ce jersey, un tissu qui est vu comme quelque chose pour les sous-vêtements. Donc c'est beaucoup trop informel pour les Parisiennes. Et du coup, elle va à Deauville où là, la clientèle riche va peut-être accepter de se détendre un peu au niveau de ce qu'elle porte.
Et c'est comme ça que la révolution Chanel commence. Et elle commence aussi par un design qui est celui de la marinière, qu'on retrouve beaucoup sur la collection. Enfin, beaucoup. Il y a quelques par touche, c'est pas du tout abusé. Mes robes préférées, c'était vraiment celle où ça reprenait la marinière. J'adore quand ça cite l'ADN et qu'on le transforme en autre chose. Et il y avait des robes blanches à la fin. Mamma mia. J'aurais du mal à les décrire, mais elles étaient en légèreté, elles étaient en multi-layers, je sais pas. Enfin, et vraiment l'allusion à cette légèreté Chanel, cette aisance Chanel, ce sport et ce vent d'air frais qu'elle amène sur la mode au début des années 10, quoi. Qui était une mode tellement coincée, tellement académique, tellement lourde, avec des chapeaux qui étaient pires que des meringues. Les femmes qui étaient les pauvres, elles étaient engoncées dans des robes où on ne pouvait pas reculer. Enfin, voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas lever les bras en plus. Là, on était sur des chapeaux spectaculaires. Oui, alors Gabrielle Chanel qui ouvre sa première boutique de modistes, qui fait des chapeaux. Donc, chapeau, grande capeline, avec le devant relevé, et avec des grands rubans qui flottent derrière les silhouettes qui sont accrochés aux cheveux des mannequins. Des effets, il y a aussi des effets de trompe-l'œil. Il y a un cuir qui semble être un denim, si j'ai bien compris. Il y a il y a des imprimés qui me semblent évoquer la pellicule de cinéma, forcément Claude Lelouch, et le Festival du film de Deauville. Qu'il y avait d'autres en sac, t'as vu des comment étaient alors les sacs, toi t'as pu focuser sur les sacs. Il y avait un nombre de sacs mais incroyable. Je crois qu'il y a pas deux fois le même sac qui défile. Il y a vraiment une proposition de sacs hyper forte, plein de sacs différents. Ouais, il y en avait en cuir, en velours, il y en avait, enfin voilà, il y avait beaucoup de sacs. Il y avait de la pochette, du petit sac, du mini, du maxi. C'est incroyable. Ah, il y avait un sac en shearling. Oui, ça. Porté par la mannequin Vittoria Ceretti. Je pense que ça, c'est un des hit bags de la saison. Oui, celui-là, j'ai entendu le bruit des 3 milliards qui tombaient dans la caisse quand je l'ai vu passer celui-là. Je disais tring. Jenny des Blackpink qui était là, très en forme, elle était très souriante et tout. On a croisé Naomi Campbell, Charlotte Casiraghi. La chanteuse Angèle, avec qui on a filmé un fitting chez Chanel. Mais ouais, du coup, on a vu le look qu'elle avait finalement sélectionné. Et elle était la classe en baby doll. En robe baby doll, elle l'avait appelée comme ça. Une robe hyper courte, noire, dentelle. Là, ce là. Ah, et scène trop mignonne, Penelope Cruz qui présentait sa maman à Virginie Viard. C'est la saison des mamans. Trop mignon. Hein, oui, c'est la saison des mamans, mais c'est vrai, c'est la saison des mamans. Et c'est bien d'amener sa mère au défilé, je trouve. C'est une bonne idée. Et tous les invités sont partis avec un parfum Paris Deauville. Ça, c'est quand même une bonne idée d'avoir c'est la maison, la cohérence de la baraque. C'est-à-dire qu'il y a déjà le parfum Paris Deauville quand tu vois un défilé qui évoque Deauville. Allez, j'ai faim. Allez, c'est le dernier jour et on va manger. Donc, on sort de chez Lacoste. On sort de chez Lacoste qui a envoyé du bois sévère pour Centrale de Roland-Garros. Alors, on a parlé à Claude Lelouch chez Chanel et là à Guy Forget chez... Je parle vraiment tu vois, à la France, quoi. Aux gars les journées de fashion, l'image de la France, qui installe la France, quoi. Mais c'est ça, les journées de Fashion Week à Paris, c'est un spectre hyper large. On parle hyper large. Gens hyper cool en une seule journée. Il y avait Hervé, le musicien Hervé, qui je l'adore, il sautillait. Il sautillait. Surtout, attends, il y avait Grace Jones. Il y avait Grace Jones avec son fils. Elle était toute de bleu vêtue. Elle était très drôle, elle faisait plein de blagues. Elle était avec Adrienne Brody, qui aussi faisait des blagues. Tout le monde était de très bonne humeur, il n'y avait pas de raison. La Modern Image avait fait une mise en scène assez spectaculaire, où il y a comme un tumulus au milieu du cours central de Roland-Garros, dans la terre battue, avec cette fameuse couleur iconique de Roland-Garros. Et donc les mannequins sortent comme s'ils étaient Djokovic, quoi. Ils sortent de la coulisse des vestiaires. Oui, des vestiaires, et ils entrent dans l'arène. Voilà, et ils font une espèce de parcours comme ça, un peu en escargot, un tour de la victoire en fait, sur le court tel qu'on l'a jamais vu. Il y a les couleurs, c'est les couleurs, le vert Lacoste et beaucoup de blanc. C'est ça, je dis pas de bêtises. Non, pas de bêtises. Et le blanc parce que la dernière partie, c'est vraiment la victoire. Les héroïnes, les héros, la victoire. Clôture du show, Amélia Gray, Impérial, qui était, je pense, qui est arrivé au dernier moment, c'est ça en coulisses ? Dernier moment parce que donc, le défilé Miu Miu était juste avant Lacoste et heureusement qu'elle ferme le show parce qu'elle est vraiment arrivée à la toute dernière minute. Ah ouais, sérieux ? Et elle était hyper contente parce que c'était enfin son dernier défilé. Le fameux dernier des shows où tout le monde est tellement soulagé, tellement content.
Et Pelagia Kolotouros, qui est donc la nouvelle créatrice qui a été embauchée il y a 1 an, débauchée des États-Unis pour venir chez Lacoste, qui fait un tour de victoire à la fin, vraiment un salut. C'était assez dingue le salut qu'elle a fait. Je sais pas si tu as vu, mais comme si elle avait vraiment gagné quelque chose d'énorme et tout. Donc c'était enthousiasmant à regarder. Faire un défilé de mode, son premier défilé de mode pour Lacoste à Roland-Garros, c'est un peu gagner un truc, quoi. C'est un peu dément. Je veux dire, c'est hyper mythique, hyper iconique comme endroit pour faire un défilé. Les mannequins backstage, ils étaient tous hallucinés de pouvoir marcher sur le court directement, de pouvoir toucher la terre battue, où les plus grands matchs de l'histoire du tennis, certains en tout cas, ont été joués. Ils étaient tous super excités. Je veux dire, on connaît tous un peu le tennis, on est tous un peu fans de tennis, on regarde tous un peu le tennis forcément à un moment donné dans notre vie. Donc se retrouver là-bas pour un défilé de mode, c'est un peu chouette. Carrément, il y avait Virginie Fira qui l'a chaudement félicité à la fin. Un petit sac à main inspiré par la mini-jupe de tennis de Suzanne Lenglen. Donc tout d'un coup, le sac à main se retrouve recouvert d'un plissé de cuir. Enfin, il me semble que c'était du cuir. Puis la fameuse jupe plissée du tennis, ça a détourné. Et ça, c'est marrant parce que backstage, il y avait plein de mannequins, je leur demandais s'ils aimaient le tennis, s'ils jouaient un peu au tennis. Et il y en avait plein qui disaient non, je joue pas du tout au tennis, mais alors j'adore les fringues de tennis en fait. Tout le monde est un peu fan du vestiaire du tennis. C'est vrai que c'est assez fort visuellement et ça plaît à tout le monde. Une panoplie, quoi. Il y a un jeu sur un nouveau crocodile qui est un ancien crocodile. Il y a la fameuse mallette iconique de René Lacoste qui était en crocodile et qui lui a valu le surnom de crocodile. René Lacoste se retrouve en imprimé littéralement, c'est-à-dire qu'il y a des photos de lui en train de jouer, il se retrouve en énorme sur pas mal de vêtements, autant pour hommes que pour femmes. Il y a aussi un imprimé d'une raquette de tennis qui vient de son livre Tennis, qui a été édité dans les années 30, j'ai l'impression, et qui se retrouve assez marrant. Pelagia Kolotouros s'en sert comme un imprimé qui devient presque abstrait et tout, c'est assez joli. Oui, il y avait un côté comme ça, hyper sophistiqué, hyper recherché même dans les matières. Il y avait tout un développement sur le polo qui est dans une nouvelle matière encore plus confortable. C'était très très recherché pour une Elle a le sens du produit. Elle a le sens du produit, ça se sent. Elle vient de chez North Face. Elle a aussi travaillé avec Adidas. Et si je me trompe pas, elle a travaillé avec Beyoncé pour sa ligne Ivy Park, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Chez Adidas. C'était chez Adidas sa ligne, oui, c'est ça, je me trompe pas. Elle a travaillé avec Pharrell, elle a travaillé avec Adidas. Enfin, elle a fait des belles, des bonnes choses. Elle a un CV en béton armé. Oui, et on sent qu'elle embarque avec elle aussi un entourage très très branché, très très pointu. Oui, en coulisses, on voyait pas mal d'artistes assez pointus qui allaient l'embrasser et tout ça. Et l'idée à 1 milliard, c'est sans doute cette boucle de ceinture crocodile argenté sur des pantalons très formels avec plein de plis. Elle s'est inspirée des pantalons très très pliés, très très formels, très assez hauts. Le pantalon années 30. René Lacoste, Jacques Chirac, quoi, le pantalon sous le pec. Enfin, j'exagère, mais il est assez haut placé, quoi. Non, mais c'était un très bon premier défilé, ça réveille. Oui, ça réveille. Et heureusement qu'on est dans notre DS, on a chaud, parce que c'est vrai qu'il faisait un petit peu froid. Et là, je me réchauffe tranquillement avant les 2 derniers défilés. Donc, il en reste encore 2. Il en reste encore 2, les gars. C'est la journée sans fin. Ça ne va pas se finir cette Fashion Week. Non, j'arrive pas à croire qu'on a encore 2 défilés aux journées, on n'est pas habitué à ça là. Alors, il y avait les premiers chiffres disaient 4012 personnes chez Vuitton, et là on vient de me dire 4500 personnes chez Vuitton. Là, on était à 2000 chez Lacoste. Donc voilà, on s'approche d'un très très gros défilé pour célébrer les 10 ans de Nicolas Ghesquière. Et ensuite, le défilé surprise, c'est-à-dire que Saint-Laurent a décidé de faire un second défilé dans la même semaine. Pile une semaine après avoir ouvert, il clôture avec un défilé homme qui doit avoir lieu à la Bourse du Commerce. Et là, la boucle sera bouclée puisque le premier défilé qu'on a vu de Saint-Laurent était dans le même cercle géant que la Bourse du Commerce. Je me comprends. Une mise en scène très similaire. Voilà, mise en scène très similaire. Bisous les hardcore. Merci d'avoir écouté.